J'ai grandi dans la horde du seigneur de guerre Ghazghkull, et je vais vous dire ce que personne ne comprend. On n'a jamais choisi. Les humains pensent qu'on aime la guerre comme ils aiment leur empereur ou leur famille. Non. La guerre, c'est notre respiration. Quand je suis sorti de la sport, mes premiers souvenirs étaient des coups, des hurlements, et cette faim, pas de nourriture, de bagarre. Mon premier geste conscient a été de frapper le gros à côté de moi. Je ne savais même pas pourquoi. Les mécanos disent donc que c'est dans notre sang, que Gork et Mork nous ont fait comme ça. Mais après des décennies à survivre dans cette machine à broyer, j'ai compris. Nous ne sommes pas une société. Nous sommes une infection qui se propage. Chaque monde conquis devient un champ de sport. Chaque victoire engendre plus de violence. Nous ne construisons rien qui dure. Nous sommes la preuve vivante que l'univers récompense la brutalité pure. Je n'ai jamais eu de mère. Aucun orc n'en a. Quand les humains apprennent ça, ils pensent qu'on sort de machine, comme leur serviteur mécanique. C'est pire. On sort de la terre elle-même, des cadavres de nos prédécesseurs. Chaque orc tué libère des spores microscopiques. Elles s'enfoncent dans le sol, dans les murs, dans les carcasses. En quelques semaines, le terrain commence à trembler. Les champignons poussent d'abord, petits, puis massifs, certains hauts comme des titans. Et de ces champignons naissent les gros, les squigs, les snotlings, puis nous. Je me souviens de la pression, l'obscurité totale, puis la déchirure. J'ai émergé d'une masse fongique visqueuse, déjà musclée, déjà affamée. Mes yeux ont ouvert sur une clairière jonchée de spores éclatés et d'autres nouveau-nés qui se battaient déjà. Le premier que j'ai vu a essayé de m'arracher le bras. J'ai réagi par instinct. Je lui ai brisé la mâchoire d'un coup de tête. Il est tombé. J'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la joie, pas de la fierté, juste la certitude que c'était correct. Personne ne nous enseigne. Personne ne nous nomme. Les connaissances sont déjà là, gravées quelque part entre nos cellules et nos os. Je savais parler la langue orque sans jamais l'avoir entendue. Je savais que les plus gros commandent. Je savais qu'un sluga tire et qu'un chopa coupe. Je savais que les couleurs avaient du sens. Rouge pour la vitesse, jaune pour les explosions, bleu pour la chance. Comment je le savais? Aucune idée. C'est comme demander à un humain pourquoi son cœur bat. Les premiers jours sont un tri. Sur 100 sports, peut-être 20 survivent. Les faibles sont piétinés, dévorés par les squigs, ou simplement oubliés dans les coins sombres où les champignons continuent de croître. Il n'y a pas de pitié parce qu'il n'y a pas de concept pour ça. Un orc faible est une contradiction. Il disparaît et personne ne remarque. Ceux qui restent grossissent vite. En une semaine, j'étais 2 fois plus large. En un mois, j'avais ma première arme. Un tuyau rouillé, arraché au débris d'un transport impérial écrasé. Je l'ai utilisé pour fracasser le crâne d'un autre nouveau-né qui voulait le même morceau de viande squig que moi. La clairière où j'ai émergé n'était pas un berceau. C'était un champ de bataille permanent. Les orcs plus anciens passaient un parfois, observant les nouveaux. Pas pour nous aider, pour repérer lesquels valaient la peine d'être recrutés dans leur bande. Un boss appelé Urgok m'a remarqué après que j'ai survécu à un combat contre 3 autres. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste frappé à l'arrière du crâne avec son poing massif. Quand je me suis réveillé, j'étais dans son camp, entouré d'une centaine d'autres boys. C'était ma famille maintenant. Pas par choix, par force. Ce que les humains ne comprennent jamais, c'est qu'on ne naît pas dans la guerre. On naît comme la guerre. Nos corps sont des armes qui construisent d'autres armes. Nos spores transforment chaque monde en usine à orcs. Les mécanos disent que c'est le cadeau de Gork et Mork. Nous sommes l'espèce parfaite pour conquérir la galaxie. Mais moi, après des décennies, je vois autre chose. Nous ne conquérons rien, nous infectons. Et chaque victoire garantit juste qu'il y aura plus d'orques pour se battre, mourir et libérer plus de spores. C'est un cycle qui ne peut pas s'arrêter, parce que nous ne savons même pas ce que « arrêter » veut dire. La première chose que j'ai comprise dans le camp d'Urgok, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a juste la taille.
Un orque plus grand que toi peut prendre ce qu'il veut, ta nourriture, ton arme, ta place pour dormir. Et si tu protestes, il te frappe jusqu'à ce que tu arrêtes de bouger. Personne n'intervient. Personne ne dit que c'est injuste. Parce que dans notre société, la force n'est pas un moyen d'obtenir le pouvoir. La force est le pouvoir. J'ai passé mes premières semaines à me battre pour chaque morceau de viande squig. Les orques plus anciens me prenaient tout. Quand je dormais, ils me piétinaient délibérément. Quand je trouvais une arme correcte, un plus gros me l'arrachait. J'ai essayé de me plaindre une fois à un nob, un de ces orques massifs couverts de plaques métalliques. Il m'a regardé comme si j'étais un insecte. Puis il m'a saisi par le cou et m'a jeté contre un mur en tôle. « Tu veux quelque chose ? Tu le prends, grouillot. » C'était toute la philosophie orque résumée en une phrase. Alors j'ai grandi, pas par choix, par nécessité biologique. Chaque combat que je survivais me rendait plus fort. Littéralement. Notre physiologie réagit à la violence. Plus on se bat, plus nos muscles gonflent, plus notre peau s'épaissit, plus nos os se densifient. À 6 mois, j'avais dépassé la moitié des boys de mon âge. À 1 an, je pouvais tenir tête aux orques qui m'avaient terrorisé au début. Et quand j'ai finalement brisé la mâchoire de celui qui m'avait volé mon premier sluga, personne n'a rien dit. Il était devenu le faible, moi, le fort. L'ordre s'était inversé, et c'était naturel. La hiérarchie orque est simple. Au sommet, le seigneur de guerre. En dessous, ses boss de guerre. En dessous encore, les nobs, puis les boys, puis les gros. Mais cette pyramide est instable. Elle change chaque jour. Un boss peut être défié par n'importe quel orc assez fort. S'il perd, il meurt ou devient un suiveur. S'il gagne, son autorité est renforcée jusqu'au prochain défi. J'ai vu Urgok tuer 3 challengers en 1 semaine. Le 4e l'a décapité d'un coup de hache énergétique. Le nouveau boss s'est assis sur le cadavre encore chaud et a gueulé. Qui veut contester ? Personne n'a bougé. Il était le chef maintenant. C'était réglé. Ce système devrait créer le chaos. Les humains pensent que ça devrait nous affaiblir. Mais non, ça nous renforce. Parce que seuls les plus forts commandent et les forts attirent les suiveurs. Un boss capable de tenir sa position devient un aimant pour d'autres orques. Sa wa grossit. Plus elle grossit, plus il devient puissant, pas juste physiquement, mais psychiquement. Quelque chose se passe dans le warp autour des grands chefs. Leur présence même nous pousse à nous battre plus fort. Leurs ordres semblent plus logiques. Leurs plans, même absurdes, fonctionnent. Ghazghkull n'est pas juste le plus gros orc. Quand il parle, chaque orc dans un rayon de 100 km ressent le besoin de lui obéir. Pas par peur, par instinct. Les nobs sont une caste à part. Ils portent des armures lourdes, des méga-armures parfois, assemblées par les mécanos. Ils commandent des escouades de boys et prennent les meilleures parts après les batailles. Mais leur position n'est jamais garantie. J'ai vu un nob perdre son bras dans un combat contre des Space Marines. En 1 semaine, il avait rétréci. Les autres orques ont commencé à le bousculer. 1 mois plus tard, il était redescendu au rang de simple boy. Puis il est mort dans un affrontement stupide contre un autre boy pour un morceau de ferraille. Personne ne l'a pleuré. Personne n'a même retenu son nom. Les gros occupent le bas de la pyramide, mais ils sont essentiels. Ils nettoient les armes, transportent les munitions, servent de boucliers vivants, et parfois de nourriture quand les squigs manquent. Ils nous craignent absolument. Et ils ont raison. J'ai vu des boys tuer des gros juste pour tester une nouvelle arme. J'ai vu des nobs les utiliser comme projectiles, les lançant sur des lignes ennemies juste pour voir l'effet. Les gros ne se révoltent jamais. Ils ne peuvent pas. Ils sont plus petits, plus faibles, et quelque part dans leur biologie tordue, ils savent qu'ils existent pour servir. Certains deviennent ingénieux. Ils apprennent à réparer des choses, à trouver de la nourriture, à devenir indispensables. Ceux-là survivent plus longtemps, mais même le gros le plus malin finit écrasé ou abattu par accident. Ce qui rend tout ça fonctionnel, c'est que chaque orc accepte ce système sans question.
Il n'y a pas de ressentiment philosophique, pas de rêve d'égalité. Si un boy veut devenir nob, il se bat. S'il gagne, il monte. S'il perd, il était trop faible de toute façon. Cette clarté brutale élimine toute ambiguïté. J'ai gravi les rangs en fracassant des crânes. Quand je suis devenu nob moi-même, personne ne m'a félicité. Ils m'ont juste obéi, parce que j'étais devenu plus dangereux qu'eux. Et dans une société orque, c'est la seule qualification qui compte. Les humains utilisent des pièces de métal gravées. Les Eldars échangent des pierres d'esprit. Les Tau ont leur crédit électronique. Nous, on utilise des dents, pas par tradition, pas par symbolisme, parce que c'est la seule chose qui fonctionne dans une société où tout le reste peut être volé ou détruit. Une dent orque repousse. Elle se dégrade avec le temps. Elle ne peut pas être contrefaite. Et surtout, elle vient toujours d'un autre orque. C'est l'économie parfaite pour des créatures qui ne comprennent que la violence. Quand j'ai arraché ma première dent pour payer un mécano, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste saisi une molaire arrière, tordue et tirée. La douleur était intense mais brève. Le sang a coulé pendant quelques minutes, puis la gencive s'est refermée. Dans 3 semaines, une nouvelle dent serait là. Le mécano a examiné la dent, mordu dedans pour vérifier qu'elle était fraîche, puis a hoché la tête. « Ça paie pour une grenade. Si t'en veux 3, faut 3 dents de plus. » Simple, direct, brutal. La valeur d'une dent dépend de sa taille et de sa fraîcheur. Une dent de gros ne vaut presque rien, trop petite, trop facile à obtenir. Une dent de boy vaut une transaction standard. Une dent de nob peut acheter une arme lourde ou des plaques d'armure. Et une dent de boss? J'ai vu un mécano accepter une seule dent de boss en échange d'un Death Dread complet. Les boss ne paient presque jamais eux-mêmes. Ils prennent les dents de leurs suiveurs comme tribut. C'est une autre forme de hiérarchie. Les faibles donnent leurs dents aux forts, les forts accumulent. Ceux qui n'ont plus de dents à donner se font arracher celles qui restent de force. Ce système devrait s'effondrer. Les dents repoussent, donc l'inflation devrait être infinie. Mais non, parce que les dents se dégradent. Une dent arrachée commence à jaunir après quelques jours. Après 1 semaine, elle noircit. Après 2 semaines, elle devient friable. Les mécanos refusent les dents trop vieilles. Ça force une circulation constante. On ne peut pas thésauriser. On ne peut pas accumuler de richesses à long terme. Tout ce qu'on peut faire, c'est échanger maintenant ou perdre la valeur. C'est une économie conçue pour la guerre permanente, parce que seule la violence immédiate compte. J'ai vu des boys s'arracher toutes leurs dents pour acheter une méga armure. Ils passaient des semaines à baver, incapables de manger correctement, attendant que leurs dents repoussent. Certains mouraient de faim avant. D'autres se faisaient tuer parce qu'ils étaient affaiblis. Mais celui qui survivait avec sa nouvelle armure devenait instantanément plus dangereux. Il remontait dans la hiérarchie. Il prenait les dents des autres. L'investissement était remboursé en violence. Les gros utilisent aussi des dents, mais ils ne peuvent jamais en avoir assez. Leurs dents sont trop petites. Il leur en faut des dizaines pour une seule transaction. Alors ils volent. Ils fouillent les champs de bataille, arrachent les dents des cadavres, orques ou ennemis. J'ai vu des gros se battre à mort pour une molaire de nob tombée dans la boue. Le vainqueur l'a emporté en courant, poursuivi par 5 autres. Il a été rattrapé et déchiré en morceaux. La dent a changé de main 4 fois avant d'atteindre un mécano. Personne n'a pleuré les morts. C'était juste le marché en action. Les mécanos contrôlent l'économie parce qu'ils créent ce que les dents achètent. Ils ne cultivent rien. Ils ne construisent rien à partir de plans. Ils assemblent. Des morceaux de tanks ennemis, des câbles arrachés, des moteurs pillés, des os de squigs. Tout devient une arme ou un véhicule. Et ils ne travaillent que si on paie. J'ai essayé une fois de convaincre un mécano de me donner un sluga amélioré en promettant des dents plus tard. Il m'a ri au visage. Les promesses, ça vaut rien. Les dents, ça vaut maintenant. Quand j'ai insisté, il a sorti une clé énergétique et m'a menacé. J'ai payé.
Ce qui rend ce système encore plus brutal, c'est qu'il n'y a pas de dette. On ne peut pas emprunter. On ne peut pas hypothéquer. Si tu n'as pas les dents, tu n'obtiens rien. Point final. J'ai vu un boy supplier un mécano de lui donner une arme pour la bataille du lendemain, promettant de payer après la victoire. Le mécano a refusé. Le boy est parti au combat avec juste un chopard rouillé. Il est mort dans les 10 premières minutes. Sa mort a libéré des spores. Dans quelques semaines, de nouveaux orques émergeront. Ils auront des dents fraîches. Le cycle continue. Les boss accumulent des dents, non pas pour la richesse, mais pour le pouvoir immédiat. Ghazghkull pouvait équiper des milliers de boys parce qu'il contrôlait des montagnes de dents prélevées en tribu. Mais même lui ne gardait pas ses dents longtemps. Il les redistribuait immédiatement aux mécanos pour construire plus de machines de guerre. Parce qu'une dent qui dort est une dent morte. Et dans une société orque, tout ce qui ne contribue pas à la violence est sans valeur. J'ai perdu le compte de combien de dents j'ai arrachées au fil des décennies. Des centaines, peut-être des milliers. Chacune a acheté une munition, une plaque d'armure, un upgrade. Et chacune a repoussé. Mon corps est une mine éternelle de monnaie. Mais je ne suis jamais riche, parce que la richesse orque n'existe pas. Il n'y a que la violence échangée contre les outils de plus de violence. Et tant que je vis, je continuerai à m'arracher des dents pour acheter les moyens de fracturer d'autres crânes. C'est ça, l'économie orque. Un cercle de douleur autofinancé qui ne peut jamais se terminer. Les mécanos ne sont pas des ingénieurs. Ils ne calculent rien. Ils ne dessinent pas de plan. Quand je les ai observés pour la première fois, j'ai cru qu'ils étaient juste plus intelligents que nous. C'était faux. Ils sont possédés. Quelque chose dans leur cerveau s'est allumé différemment quand ils sont sortis de leur sport. Là où moi j'ai senti le besoin de frapper, eux ont senti le besoin de construire. Mais ce qu'ils construisent ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne. Parce que nous croyons que ça fonctionne. J'ai vu un mécano assembler un buggy de guerre à partir de débris complètement incompatibles. Le châssis venait d'un transport impérial Chimera. Le moteur était arraché d'un tank Tau Devilfish. Les roues provenaient de 3 véhicules différents, aucune de la même taille. Il n'y avait pas de système de refroidissement, pas de carburant approprié. Les câbles étaient connectés au hasard, certains juste tordus ensemble sans soudure. Quand il a tourné la clé, fabriquée à partir d'un os de squig, le moteur a rugi. Le buggy a foncé à travers le camp à une vitesse suicidaire. Il a tenu pendant toute la bataille. Puis, il a explosé. Le mécano a juste haussé les épaules et a commencé à en construire un autre. Les humains qui capturent nos armes sont terrifiés quand leurs technoprêtres les examinent. Ils découvrent que nos slugas n'ont pas de percuteurs fonctionnels, que nos chopas sont faits de métaux trop mous pour couper l'acier, que nos véhicules n'ont pas assez de carburant pour parcourir 100 mètres. Et pourtant, ces armes nous ont tués par milliers. Les rapports impériaux parlent de anomalies xénos non euclidiennes. Ils inventent des théories sur une technologie alien incompréhensible. C'est plus simple que ça. Et plus horrible. Nos machines fonctionnent parce que nous pensons qu'elles fonctionnent. Et cette pensée collective déforme la réalité elle-même. Les mécanos ressentent des visions. Ils appellent ça les plans de Gork ou les murmures de Mork. Un mécano m'a expliqué une fois, pendant qu'il attachait une grosse chouta sur mon bras, je vois les morceaux, je vois comment ils vont ensemble, pas avec ma tête, avec mes mains. Il a frappé le canon avec une clé rouillée. Le mécanisme de chargement bloqué s'est soudain libéré. Voilà, c'est réparé. Il n'avait rien fait qui aurait dû réparer quoi que ce soit. Mais l'arme fonctionnait maintenant. Ce qui rend les mécanos essentiels, c'est qu'ils sont immunisés au doute. Un boy peut se demander si son sluga va tirer. Cette hésitation suffit, l'arme s'enraye. Mais un mécano ne doute jamais. Quand il construit quelque chose, il sait que ça marchera. Cette certitude absolue se transmet.
Quand un mécano me tend une arme et dit « ça va tout défoncer », je le crois. Et parce que je le crois, ça défonce tout. C'est une boucle de rétroaction psychique qui plie les lois de la physique juste assez pour que nos impossibilités deviennent réelles. J'ai vu des mécanos peindre des véhicules en rouge pour les rendre plus rapides. Ça marche. Les buggies rouges vont objectivement plus vite que les buggies non peints. Pas parce que la peinture réduit la friction. Pas parce qu'elle améliore l'aérodynamique. Mais parce que tous les orques savent que le rouge va plus vite. Des millions d'orques croient cette vérité simultanément. Et dans un univers où le warp existe, où la pensée peut devenir matière, cette croyance collective impose sa volonté à la réalité. Le véhicule rouge va plus vite parce qu'il n'a pas le choix. Les couleurs sont un langage psychique que nous parlons sans le comprendre. Rouge pour la vitesse, jaune pour l'explosion, bleu pour la chance, noir pour la résistance, vert pour nous. Le vert est notre couleur parce que nous sommes verts. C'est circulaire. C'est idiot. C'est absolument vrai. Un orque peint en bleu survivra à des tirs qui auraient dû le pulvériser. Pas parce qu'il est mieux protégé, mais parce que nous croyons collectivement que le bleu porte chance. La balle dévie de quelques centimètres. Le tir manque. La chance n'est pas une probabilité pour nous. C'est une force mesurable créée par la foi. Les mécanos les plus talentueux deviennent gros mecs. Ils construisent des gargants, des titans orques hauts comme des cathédrales, assemblés à partir de milliers de morceaux volés. Ces machines ne devraient pas pouvoir se tenir debout. Leurs articulations sont mal alignées. Leur système d'équilibre n'existe pas. Leurs réacteurs énergétiques sont des générateurs pillés, connectés en série, sans régulation. Le premier pas devrait les faire s'effondrer. Au lieu de ça, ils marchent à travers les villes, écrasant des tanks sous leurs pieds massifs. Parce que le gros mec sait qu'ils marcheront. Et sa certitude, amplifiée par la war psychique de milliers d'orques spectateurs, force le gargant à obéir aux lois qu'il dicte. Mais cette puissance a un prix. Les mécanos deviennent obsédés. Ils arrêtent de se battre pour passer tout leur temps à bricoler. J'ai vu un mécano ignorer une bataille qui se déroulait à 10 mètres de lui, parce qu'il était concentré sur l'assemblage d'un nouveau type de rockets. Des ennemis ont failli le tuer. Un autre boy l'a sauvé. Le mécano n'a même pas levé les yeux. Il a juste grogné. « Fous-moi la paix, j'ai presque fini. » Sa dévotion à la construction dépassait même son instinct de survie. C'est une forme de folie, mais c'est une folie qui nous donne des armes. Ce que j'ai compris après des décennies, c'est que les mécanos ne créent rien de nouveau. Ils cannibalisent. Chaque technologie orque est volée à quelqu'un d'autre, puis tordue par notre croyance collective jusqu'à devenir quelque chose de différent. Nous n'innovons pas, nous pervertissons. Et cette perversion fonctionne mieux que les originaux parce qu'elle n'est pas limitée par la cohérence. Un bolter impérial doit respecter les lois de la mécanique. Un shoot à orque s'en fout. Il tire parce qu'on croit qu'il tire. Et cette liberté psychique nous rend impossible à vaincre technologiquement. Peu importe à quel point l'ennemi améliore ses armes, nous volerons leurs avancées et les ferons fonctionner avec de la rouille et de la foi. Les gros ne sont pas juste des serviteurs. Ils sont une ressource, comme les dents, comme la ferraille, comme les munitions. On les utilise, on les dépense, on les remplace. Leur vie n'a de valeur que dans ce qu'elle peut acheter ou accomplir. Et ils le savent. C'est gravé dans leur biologie rabougrie. Ils sont nés pour être consommés. Et cette acceptation les rend encore plus pathétiques. Un gros vaut moins qu'une dent. Ça semble impossible. Un être vivant devrait valoir plus qu'un morceau d'émail. Mais les gros se reproduisent trop vite. Ils sortent des mêmes champs de sport que nous, mais en nombre grotesquement supérieur. Pour chaque boy qui émerge, 20 gros apparaissent. Ils infestent les camps comme une vermine consciente. Alors, leur abondance détruit leur valeur. J'ai vu des boss échanger 10 gros contre une caisse de munitions. J'ai vu des mécanos accepter 5 gros comme paiement pour une réparation mineure. Les gros, eux-mêmes,
ne protestent jamais. Ils changent juste de maître. Leur utilité principale est le travail que nous refusons de faire. Ils nettoient les armes parce que nous trouvons ça ennuyeux. Ils transportent les caisses de munitions parce que nous voulons garder les mains libres pour frapper. Ils cuisinent la viande de squig parce que nous mangeons n'importe quoi et préférons nous battre plutôt que de surveiller un feu. Un camp orc sans gros s'effondrerait en quelques jours. Pas parce que nous mourions, mais parce que personne ne ramasserait les douilles vides, ne réparerait les tentes déchirées, ne déplacerait les cadavres qui pourrissent. Les gros sont l'infrastructure invisible qui permet à notre chaos de fonctionner. Mais ils servent aussi de munitions, littéralement. Les mécanos ont inventé des canons à gros, des tubes métalliques géants qui utilisent la pression explosive pour projeter des gros hurlants vers les lignes ennemies. Ça ne tue presque jamais personne. Les gros s'écrasent mollement contre les bunkers ou s'empalent sur les barbelés. Mais ça terrorise l'ennemi. Les humains voient une horde de petites créatures vertes voler vers eux en criant, et quelque chose dans leur psyché se brise. Ils gaspillent des munitions à tirer sur des gros déjà morts. Pendant ce temps, les vrais boys avancent. Les gros ont rempli leur fonction. Leur mort a acheté quelques secondes. J'ai utilisé des gros comme boucliers vivants plus de fois que je peux compter. Pendant une bataille contre des Space Marines, j'ai attrapé 3 gros par la nuque et les ai tenus devant moi pendant que je chargeais. Les bolts les ont déchiquetés. Leurs corps ont absorbé les impacts. Quand je suis arrivé au corps à corps, j'ai jeté les cadavres et j'ai enfoncé mon chopa dans le casque d'un marine. Les gros m'avaient sauvé la vie. Pas volontairement, pas héroïquement, juste en existant au bon endroit, au bon moment. C'est tout ce qu'ils sont, de la biomasse stratégiquement positionnée. Certains gros développent de la ruse. Ils apprennent à se rendre indispensables. Un grotte nommé Skrit servait mon ancien boss en tant que porteur d'armes personnelles. Il connaissait chaque sluga, chaque chopa, chaque grenade dans l'arsenal du boss. Pendant les batailles, il suivait le boss de près, lui tendant exactement l'arme nécessaire au moment nécessaire. Ça rendait le boss plus efficace. Alors il gardait Skrit en vie. Mais dès que Skrit a fait une erreur, tendu un custom shoota quand le boss voulait un big chopa, le boss l'a écrasé sous sa botte sans ralentir. Un autre gros a pris la place dans l'heure. Le rôle était important. L'individu ne l'était pas. Les gros ont aussi leur propre hiérarchie interne. Les Runtards, grots légèrement plus gros avec des fouets et des bâtons, contrôlent les autres gros par la terreur. Ils mènent les troupeaux de grots vers le travail ou la bataille, fouettant ceux qui traînent. Les Runtards sont méprisés même par les autres gros, mais tolérés parce qu'ils maintiennent l'ordre dans la vermine. J'ai vu un Runtard fouetter un gros à mort pour avoir volé une dent. Les autres gros ont regardé, immobiles, sachant qu'intervenir signifierait leur propre mort. Le Runtard a pris la dent du cadavre et l'a gardée. Personne ne l'a contesté. Même dans la misère absolue, la hiérarchie par violence s'impose. Ce qui rend les gros véritablement tragiques, c'est qu'ils comprennent leur situation. Contrairement aux squigs qui sont juste des bêtes affamées, les gros ont une intelligence limitée. Ils savent qu'ils sont jetables. Ils savent que nous les méprisons. Ils savent que leur mort ne sera jamais remarquée. Et ils vivent quand même. Pas par espoir d'un avenir meilleur, pas par résistance philosophique, mais parce que l'instinct de survie est gravé dans toute vie, même la plus misérable. J'ai entendu des gros pleurer la nuit, des sons pitoyables et aigus. Le lendemain, ils retournaient au travail, parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Certains gros tentent de s'échapper. Ils courent dans la nature, espérant trouver une vie loin de nous, mais ils meurent presque toujours. Soit la faune locale les dévore, soit ils meurent de faim parce qu'ils sont trop stupides pour chasser correctement. Soit d'autres orques les retrouvent et les ramènent, ou les tuent sur place pour le sport. Les rares qui survivent forment de petites colonies sauvages. Ces gros deviennent féroces, paranoïdes, désespérés. Mais ils sont toujours pathétiques.
j'ai participé à un raid contre une colonie de gros rebelles. Ils avaient construit des pièges rudimentaires, des barricades en bois. Ça n'a servi à rien. Nous les avons balayés en quelques minutes. Les survivants ont été ramenés au camp et fouettés publiquement pour servir d'exemple. Le message était clair, il n'y a pas d'échappatoire. Les gros produisent aussi des spores quand ils meurent, mais en bien moindre quantité. Une mort de gros génère peut-être 1/10 des spores d'une mort orque. Mais comme ils meurent en tel nombre, les champs de bataille finissent toujours infestés de nouvelles générations de gros. C'est un cycle autosuffisant. Nous tuons des gros, leur mort crée plus de gros. Ces nouveaux gros servent, puis meurent, et ainsi de suite. C'est une machine biologique perpétuelle qui garantit que nous aurons toujours de la main-d'œuvre servile. Personne ne l'a conçue ainsi. C'est juste l'évolution orque poussée à sa conclusion logique. Nous sommes une espèce qui produit notre propre classe d'esclaves à partir de notre propre mort. Ce que j'ai réalisé après des décennies, c'est que les gros nous ressemblent plus qu'on ne veut l'admettre. Ils sont nés dans la violence. Ils survivent par la cruauté. Ils n'ont pas choisi leur vie. La seule différence, c'est qu'ils sont petits. Et dans notre société, la taille est le destin. Si j'étais né 1 mètre plus court, je serais un gros. Je serais fouetté, échangé, jeté en première ligne, comme chair à canon. Cette pensée devrait créer de l'empathie. Elle ne le fait pas. Parce que je ne suis pas petit. Alors, je les utilise comme tout le monde. Et quand je les regarde pleurer, je ne ressens rien. Parce que ressentir quelque chose pour les faibles est un luxe que notre espèce ne peut pas se permettre. Je n'ai jamais vu un orque mourir de vieillesse. Jamais. En décennies de guerre, j'ai vu des orques pulvérisés par des bolts, brûlés par des plasmas, déchiquetés par des épées tronçonneuses, écrasés sous des titans. Mais jamais un orque allongé paisiblement, expirant simplement parce que son temps était venu. Ça n'existe pas. Nous ne vieillissons pas. Nous grossissons. Et plus nous grossissons, plus nous devenons dangereux, jusqu'à ce que quelque chose de plus dangereux nous tue. C'est la seule fin possible. Au début, j'ai cru que c'était un avantage, l'immortalité par la violence. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est une malédiction déguisée. Un humain peut espérer la retraite, la paix, une mort douce entourée de ses descendants. Nous n'avons pas de descendants. Nous n'avons pas de paix. Il n'y a que la bataille suivante, puis celle d'après, puis celle d'après encore, jusqu'à ce qu'une lame trouve notre gorge ou qu'une balle fracasse notre crâne. Nous ne vivons pas vers quelque chose. Nous survivons jusqu'à l'inévitable. Les plus vieux orques deviennent énormes. J'ai vu des bosses de guerre qui mesuraient 3 fois ma taille, leurs muscles si épais que les plaques d'armure normales ne pouvaient pas les contenir. Leur peau était devenue du cuir vert foncé, durci par des siècles de combat. Certains portèrent des cicatrices tellement anciennes qu'elles formaient des motifs géologiques sur leur corps. Ces géants étaient terrifiants. Mais ils n'étaient pas heureux. Ils ne pouvaient plus s'arrêter. Leur taille les condamnait à chercher des ennemis toujours plus forts. Parce qu'un vieil orque qui ne se bat pas commence à rétrécir. C'est la loi biologique cruelle de notre espèce. La violence nous fait grandir. L'absence de violence nous fait rétrécir. J'ai vu un nob prendre sa retraite après une blessure qui lui avait arraché la moitié de la mâchoire. Il ne pouvait plus manger correctement, ne pouvait plus hurler des ordres. Alors il s'est retiré dans un coin du camp, espérant survivre en paix. En 2 mois, il avait perdu 1/3 de sa masse. Ses muscles fondaient, sa peau pendait. Les autres orques ont commencé à le bousculer. En 6 mois, il était redevenu la taille d'un boy ordinaire. Puis il est mort dans une bagarre stupide contre un jeune orque qui voulait tester sa force. Personne ne se souvenait qu'il avait été un nob. Sa retraite l'avait effacé. Cette mécanique biologique signifie qu'un orque ne peut jamais arrêter, même s'il le voulait, même si, miraculeusement, il développait le désir de paix. Son corps le trahirait. Il rapetisserait. Il deviendrait vulnérable. Il serait tué. Alors, nous nous battons non par choix, mais par nécessité métabolique. Notre physiologie nous pousse vers la violence perpétuelle. C'est de l'esclavage biologique. Nous sommes les prisonniers de notre propre chair.
Les boss les plus anciens développent parfois une sorte de lassitude. Pas de fatigue physique, ils sont toujours massivement puissants. Mais quelque chose dans leurs yeux change. J'ai servi sous un boss appelé Nazdreg, qui avait survécu à 3 siècles de guerre. Il avait combattu sur 100 mondes, tué des milliers d'ennemis, dirigé des Wise qui avaient broyé des systèmes entiers. Et un jour, après une victoire écrasante contre une flotte impériale, je l'ai trouvé seul dans son bunker, regardant fixement le mur. « Encore » a-t-il murmuré. « Toujours encore. Jamais fini. » Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Il avait raison. 2 semaines plus tard, il est mort en combat singulier contre un champion du chaos. Peut-être qu'il avait cherché cette fin. Les blessures ne nous tuent presque jamais directement. Notre capacité de régénération est obscène. J'ai perdu mon bras gauche dans une explosion. Le moignon a saigné pendant quelques heures, puis s'est scellé. En 6 mois, un nouveau bras avait repoussé. Pas identique. Les doigts étaient légèrement plus courts, la peau plus rugueuse, mais fonctionnelle. J'ai vu des orques survivre à des décapitations partielles, leur crâne fracturé se reconstituant lentement. J'ai vu un boy avec ses intestins pendants continuer à se battre pendant 1 heure avant de s'effondrer. Et même alors, si quelqu'un l'avait fourré dans un Death Dread, ces sarcophages mécaniques où on scelle les orques trop blessés pour guérir normalement, il aurait continué à servir. Les Death Dreads sont notre tentative pathétique d'échapper à la mort. Un orque trop mutilé pour régénérer, mais trop précieux pour abandonner, généralement un nob ou un boss, est scellé dans une coque métallique. Ses bras sont remplacés par des armes lourdes. Son torse est branché sur des systèmes de survie rudimentaires. Et il continue à se battre. Mais ce n'est pas vraiment la vie. J'ai parlé une fois avec un Death Dread. Sa voix était filtrée par un vox déformé. « Ça fait mal », m'a-t-il dit. « Tout le temps. Mais au moins, je peux encore tuer. » C'est tout ce qu'il restait de lui. La douleur et la capacité de faire souffrir les autres. C'est notre version de la dignité dans la décrépitude. Ce qui nous tue finalement, c'est toujours la violence. Soit celle des ennemis, soit la nôtre. Les orques ne meurent pas de maladie. Notre système immunitaire est trop brutal. Il écrase tout pathogène. Nous ne mourrons pas de faim. Nous pouvons digérer presque n'importe quoi organique, même putréfié. Nous ne mourrons pas de poison. Notre biochimie métabolise les toxines plus vite qu'elles ne nous affectent. La seule chose qui peut tuer un orque, c'est un traumatisme physique suffisamment massif pour dépasser notre régénération. Une balle dans le cerveau, une décapitation complète, une incinération totale. Et même là, il faut être certain. J'ai vu des orques qu'on croyait morts se relever des heures plus tard, leurs blessures mortelles réduites à de simples cicatrices. Les batailles deviennent donc notre seul horizon. Pas de famille à retrouver, pas de maison où vieillir, pas de projet à accomplir avant de mourir, juste la guerre suivante, et celle d'après, et celle d'après. Certains orques trouvent de la joie là-dedans, l'excitation éternelle du combat. Mais moi, après tant d'années, je vois la vérité. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes des machines biologiques conçues pour convertir la vie en violence. Et cette machine ne peut jamais s'arrêter, parce que l'arrêt est la mort. Alors nous continuons, non par courage, non par choix, mais parce que notre corps ne connaît rien d'autre. Nous sommes condamnés à l'immortalité à travers le carnage. Et quand nous tombons enfin, ce n'est pas une libération. C'est juste le moment où la machine se brise et libère ses spores pour construire de nouvelles machines identiques. Le cycle ne finit jamais, pas même dans la mort. Le sommeil existe, mais il n'apporte pas de repos. Quand je ferme les yeux, je ne trouve pas de paix. Je tombe dans une inconscience agitée, traversée de spasmes musculaires et de grognements involontaires. Mon corps ne se détend jamais complètement. Mes poings restent serrés. Ma mâchoire reste contractée. Même endormi, je suis tendu pour la violence. C'est comme si notre biologie refusait l'idée même de vulnérabilité. Le sommeil n'est pas un refuge. C'est juste une maintenance obligatoire que notre corps effectue à contre-cœur. Les orques dorment peu.
3, 4 heures maximum. Pas par discipline, mais parce que nous ne pouvons pas faire plus. Quelque chose dans notre métabolisme nous réveille brusquement, le corps déjà en alerte, cherchant la menace. J'ai essayé de dormir plus longtemps une fois, après une bataille épuisante de 3 jours. Impossible. Au bout de 5 heures, mes yeux se sont ouverts d'un coup, mon cœur battant comme si j'étais en plein combat. Aucune menace réelle, juste mon corps qui refusait l'inactivité prolongée. Les autres orques étaient déjà debout, se disputant, réparant des armes, se battant pour passer le temps. Le repos étendu n'existe pas dans notre vocabulaire biologique. Les humains parlent de rêves. Nous n'en avons pas. Pas vraiment. Parfois des flashs, des images de combats passés qui se superposent dans ma tête inconsciente. Je revois le crâne d'un Space Marine que j'ai fracassé. La sensation de mon Choppa s'enfonçant dans la chair d'un Eldar. Le rugissement d'un moteur de truck qui explose. Mais ce ne sont pas des narratifs, pas d'histoire, juste des fragments violents qui rejouent en boucle. Comme si mon cerveau ne pouvait pas concevoir autre chose que la destruction, même pendant le sommeil. Je me réveille parfois avec mes mains refermées sur ma gorge, comme si je m'étranglais moi-même. Personne ne m'a jamais expliqué pourquoi. Il n'y a pas de lieu de repos dans nos camps, pas de caserne confortable, pas de lit. Nous nous effondrons ou nous tombons. Sur la terre dure, sur des tas de ferraille, contre des murs crasseux. J'ai dormi sur des cadavres encore tièdes plus de fois que je peux compter. La notion de confort n'a jamais pénétré notre conscience collective. Un sol mou serait suspect. Un oreiller serait une faiblesse incompréhensible. Nous dormons dans la saleté et la douleur parce que c'est tout ce que nous connaissons. Et quand nous nous réveillons, couverts de poussière et de sang séché, nous ne nous plaignons jamais. Parce qu'il n'y a rien à comparer. Les gros dorment entassés les uns sur les autres comme des animaux, cherchant une chaleur et une sécurité qui n'existent pas vraiment. Je les ai vus trembler dans leur sommeil, des petits sons pitoyables s'échappant de leur gorge. Peut-être qu'ils rêvent, peut-être qu'ils imaginent une vie différente. Mais quand ils se réveillent, ils retournent au travail sans commentaire. Leur repos est aussi vide que le nôtre. La différence, c'est qu'ils savent qu'ils sont misérables. Nous ne connaissons même pas le concept. Il n'existe pas de moment de tranquillité dans un camp orc. Même la nuit, le bruit ne s'arrête jamais. Les mécanos continuent à marteler le métal. Les boys continuent à se disputer. Les squigs hurlent et se battent dans leurs enclos. Les générateurs volés crachent et grondent. Le silence serait plus terrifiant que le chaos. Parce que le silence signifierait la mort. Alors nous maintenons le vacarme, même quand nous n'en avons pas besoin. C'est une preuve d'existence. Tant qu'on fait du bruit, on est vivant. Tant qu'on est vivant, on peut tuer. J'ai observé d'autres espèces méditer. Les Eldar entrent dans des transes contemplatives. Certains humains prient silencieusement, cherchant une connexion avec leur empereur. Les Taux pratiquent des exercices de respiration pour clarifier leur esprit. Nous n'avons rien de semblable. L'idée de s'asseoir immobile et de simplement penser est incompréhensible. Nos pensées sont brèves, pragmatiques, orientées vers la violence immédiate. Réfléchir profondément à notre existence? Pourquoi? Ça ne tue personne, ça ne conquiert rien. Alors, nous ne le faisons jamais. Notre vie intérieure, si elle existe, est aussi brutale et fragmentée que notre vie extérieure. Les blessures nous empêchent rarement de dormir. J'ai passé des nuits avec des fractures ouvertes, des brûlures qui suppuraient, des plaies infectées. La douleur est juste un bruit de fond. Elle ne m'empêche pas de sombrer dans l'inconscience. Peut-être que notre seuil de douleur est simplement trop élevé. Peut-être que nous sommes tellement habitués à souffrir que notre cerveau a arrêté de traiter ça comme important. Un boy, avec une jambe arrachée, s'endormira tranquillement en attendant qu'elle repousse. Il se réveillera, vérifiera le moignon en régénération, puis retournera à ses affaires. Pas de plainte, pas de demande d'aide, juste l'acceptation que le corps fait ce qu'il fait. Ce qui nous réveille systématiquement, c'est l'appel à la bataille. Quand un boss hurle que les ennemis approchent, chaque orc se lève instantanément. Pas de période de transition, pas de confusion matinale.
d'endormi à pleinement combatif en une seconde. C'est un réflexe si profondément ancré qu'il court-circuite toute autre réponse. J'ai vu des orques blessés, à moitié morts, se lever à l'appel et se traîner vers le combat. Leur corps savait que l'alternative, rester immobile, était pire que mourir en se battant. Les boss ne dorment presque jamais. Plus un orc devient puissant, moins il a besoin de sommeil. Gazkul, disait-on, dormait 1 heure par semaine. Le reste du temps, il planifiait, combattait ou hurlait des ordres. Sa taille massive ne nécessitait apparemment pas le repos qu'un corps normal exigerait. Comme si la puissance psychique de la War le maintenait alimenté directement. Ou peut-être que son esprit était simplement trop rempli de visions de conquête pour s'éteindre. Je ne sais pas, mais je sais que quand je le regardais, je voyais quelque chose qui avait dépassé les limitations biologiques normales. Il était devenu une force pure, incarnée dans la chair verte. Ce qui me hante, c'est que je ne me souviens pas d'avoir jamais ressenti de la fatigue apaisante. Pas le genre de fatigue qui dit « tu as bien travaillé, maintenant repose-toi ». Juste l'épuisement qui dit « ton corps va s'arrêter si tu ne t'effondres pas maintenant ». C'est une différence cruciale. Les humains parlent de satisfaction après une journée bien remplie. Nous n'avons que l'effondrement fonctionnel, et quand nous nous réveillons, il n'y a pas de sentiment de fraîcheur retrouvé. Juste la même tension, la même faim de violence, la même incapacité à exister autrement que dans le conflit perpétuel. Le repos véritable nécessiterait la sécurité, et la sécurité nécessiterait la certitude qu'aucune menace ne viendra. Mais dans une société orque, il y a toujours une menace. Le boy à côté de toi pourrait décider de prendre ton arme. Le nob pourrait te choisir pour un travail dangereux. Un rival pourrait profiter de ton sommeil pour t'éliminer. Alors nous dormons avec un œil ouvert, métaphoriquement. Notre inconscient reste vigilant. Notre corps reste prêt. Et cette vigilance permanente érode quelque chose en nous. Pas notre force, pas notre capacité à combattre, mais peut-être notre capacité à être autre chose que des machines à tuer qui s'éteignent brièvement avant de redémarrer. Nous ne nous reposons jamais vraiment. Nous ne faisons que des pauses entre les massacres. Et ces pauses ne nous régénèrent pas. Elles nous maintiennent juste fonctionnels assez longtemps pour retourner au carnage. La technologie orque ne devrait pas exister. Je le sais maintenant, après avoir vu comment les autres races construisent leurs machines. Les humains suivent des schémas sacrés transmis par leurs technoprêtres. Les Eldars tissent la psychoplastique avec une précision millénaire. Les Tao calculent chaque variable avant d'assembler quoi que ce soit. Nous ramassons des débris, les frappons avec des clés rouillées et ça fonctionne. Pas parce que c'est logique, mais parce que nous refusons collectivement d'accepter que ça ne devrait pas fonctionner. J'ai démonté un sluga capturé sur un cadavre impérial une fois. Je voulais comprendre comment leurs armes fonctionnaient pour améliorer la mienne. Ce que j'ai trouvé m'a troublé. Leurs bolters contenaient des dizaines de pièces minuscules, chacune usinée avec une précision incompréhensible. Des ressorts calibrés, des chambres de combustion alignées au micron près, des mécanismes de sécurité redondants. Tout était conçu pour fonctionner ensemble dans une harmonie complexe. J'ai ensuite regardé mon propre sluga. Le canon était un tube tordu arraché d'une épave. Le mécanisme de tir était un morceau de ferraille plié qu'on actionnait en tirant. Il n'y avait pas de ressort, juste un bout de caoutchouc tendu volé sur un pneu. La culasse était maintenue fermée par du fil de fer. Et pourtant, quand je pressais la détente, les balles sortaient. Pas toujours avec précision, pas toujours dans la direction voulue, mais elles sortaient. Un mécano m'a expliqué une fois pourquoi nos armes fonctionnent. Sauf qu'il n'a pas vraiment expliqué. Il a juste dit « Tu crois que ça va tirer, alors ça tire. Simple. » J'ai insisté. Mais le mécanisme est cassé, il manque des pièces. Il m'a regardé comme si j'étais idiot. Les pièces humaines, c'est pour les humains. Nous, on n'a pas besoin. On a la WAG. Il a tapé sur son crâne avec sa clé. Ici et ici. Il a tapé sur le sluga. C'est pareil.
Je n'ai toujours pas compris, mais l'arme continuait à tirer. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Ce qui rend notre technologie véritablement aliénante, c'est son incohérence. Deux Sluga, construits par le même mécano, avec exactement les mêmes matériaux, fonctionneront différemment. L'un tirera droit, l'autre déviera à gauche. Un troisième explosera après 10 tirs. Ce n'est pas de la défaillance de fabrication, c'est notre réalité. Les mécanos ne peuvent pas reproduire leur propre création parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment elle fonctionne. Ils assemblent selon l'instinct, selon les visions floues que Gork et Mork plantent dans leur cerveau. Et chaque assemblage est unique, imprévisible, dangereux, même pour celui qui le porte. J'ai possédé un custom Shuta pendant 3 ans. Il ne s'est jamais enrayé. Il tirait plus vite que n'importe quel Shuta standard. Les autres boys étaient jaloux. Puis un jour, sans raison, il a cessé de fonctionner. J'ai pressé la détente. Rien. J'ai vérifié les munitions. Pleines. J'ai secoué l'arme. Toujours rien. Je l'ai rapporté au mécano qu'il avait construit. Il l'a examiné, frappé avec sa clé, puis a haussé les épaules. Mort. Faut en faire un nouveau. Il n'a pas cherché la panne. Il n'a pas remplacé de pièces. L'arme était juste morte, comme un organisme vivant qui expire. J'ai échangé les restes contre des munitions et j'ai pris un autre Shuta. Celui-là a explosé pendant ma première bataille avec, m'arrachant 2 doigts. Ils ont repoussé. J'ai pris un 3e Shuta. La technologie Ork. Les véhicules sont encore pires. Un truck Ork est un assemblage grotesque de châssis volés, de moteurs incompatibles et de plaques de blindage attachées avec du fil barbelé. Les roues viennent souvent de véhicules différents. Le volant est généralement un cercle de métal soudé à une barre qui descend vaguement vers le mécanisme de direction. Les freins sont optionnels. J'ai conduit des trucks qui accéléraient quand on freinait, d'autres qui tournaient à droite quand on tournait le volant à gauche. Un truc mémorable n'avait pas de marche arrière. Pour reculer, il fallait descendre et le pousser. Personne ne trouvait ça étrange. C'était juste comment ce truck fonctionnait. La vraie perversion de notre technologie apparaît dans les trucs lourds, les battle wagons, les gargants. Ces machines sont si massives qu'aucune logique physique ne devrait les soutenir. J'ai vu un battle wagon dont le blindage avant était 3 fois plus lourd que le châssis arrière. Il aurait dû basculer vers l'avant et s'écraser. Au lieu de ça, il chargeait à travers les lignes ennemies, écrasant des tanks sous ses chenilles désynchronisées. Le pilote, quand je lui ai demandé comment il équilibrait la machine, m'a ri au visage. « Équilibrer ? J'appuie juste sur les pédales et ça va où je veux. » Il ne pilotait pas le véhicule. Il lui imposait sa volonté et le véhicule obéissait. Les explosions sont notre contribution artistique à la technologie. Nous aimons les choses qui explosent. Pas pour l'efficacité tactique. Souvent nos explosions nous tuent autant que l'ennemi. Mais pour la satisfaction viscérale de voir quelque chose se désintégrer en flammes et en éclats. Les mécanos créent des bombes et des rockets qui violent toutes les règles de la chimie explosive. J'ai vu un rocket voyager en ligne droite pendant 100 mètres, puis dévier brusquement à 90 degrés, remonter verticalement, faire une boucle, et finalement exploser dans un groupe de nos propres boys. Le mécano a hoché la tête avec satisfaction. Il a explosé, non ? Mission accomplie. Ce qui terrifie vraiment les ennemis, ce n'est pas la puissance de notre technologie. C'est son imprévisibilité totale. Les tacticiens impériaux peuvent calculer la portée d'un canon tau. Ils peuvent anticiper les schémas de tir Eldar. Mais comment planifier contre des armes qui ne suivent aucune loi physique cohérente ? Un de nos canons peut rater sa cible de 100 mètres 10 fois de suite, puis soudainement percer le blindage d'un Land Raider d'un tir impossible. Pas parce que le tireur s'est amélioré, pas parce que l'arme s'est ajustée, mais parce qu'à ce moment précis, assez d'orques autour croyaient que le tir allait toucher. Et leur croyance collective a tordu la trajectoire du projectile pour qu'il frappe. Les mécanos eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils créent. Ils pensent qu'ils suivent des principes mécaniques. Ils parlent de propulsion et de compression et de vélocité. Mais ce sont juste des mots, des sons qu'ils font pour donner l'impression qu'il y a une logique.
En réalité, ils canalisent quelque chose de bien plus primaire. La volonté collective orque, concentrée à travers leurs mains, force la matière inerte à se comporter de manière impossible. Chaque boulon qu'ils serrent est scellé non par friction, mais par foi. Chaque soudure tient non par fusion métallique, mais par conviction psychique. Ils sont des prêtres déguisés en ingénieurs, pratiquant une religion qu'ils refusent de reconnaître comme telle. J'ai gardé les restes de chaque arme qui m'a trahi. Une collection de canons fissurés, de mécanismes gelés, de composants mystérieusement morts. Je les regarde parfois, essayant de comprendre pourquoi ils ont cessé de fonctionner. Mais il n'y a pas de réponse. Ce sont juste des objets qui ont perdu la bénédiction inconsciente de la WAG, comme des corps dont l'âme s'est échappée. La technologie orque n'est pas de la technologie, c'est de l'animisme industriel. Nous insufflons la vie dans des déchets par la seule force de notre refus collectif d'accepter que c'est impossible. Et tant que nous restons trop stupides pour douter, nos impossibilités continuent de tuer des ennemis qui possèdent des armes infiniment supérieures. C'est l'obscénité finale. Nous gagnons non malgré notre ignorance, mais à cause d'elle. La WAG n'est pas une décision. C'est une pression qui monte dans notre crâne jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Au début, c'est juste une démangeaison. Un besoin vague de frapper quelque chose, de casser quelque chose, de partir quelque part et de tout détruire. Puis ça grandit, ça devient une obsession qui ronge chaque pensée. Quand un boss suffisamment puissant appelle une WAR, cette pression collective se cristallise en direction. Et soudainement, chaque orque dans un rayon de système stellaire sait exactement où il doit aller. Pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce que notre biologie nous y pousse comme une migration animale. J'ai ressenti ma première WAR quand Ghazghkull a lancé son assaut sur Armageddon. J'étais à des secteurs de distance, me battant dans une guerre tribale insignifiante contre d'autres orques pour le contrôle d'un tas de ferraille. Puis, un matin, je me suis réveillé avec une certitude absolue. Il fallait que j'aille vers le système Armageddon. Je ne savais pas où c'était exactement. Je ne savais pas pourquoi. Mais la direction était gravée dans mon esprit, comme une étoile fixe. Les autres boys ressentaient la même chose. En quelques heures, toute notre tribu a abandonné la guerre locale et s'est dirigée vers les vaisseaux pirates les plus proches. Nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas voté, nous avons juste obéi à l'appel qui résonnait dans nos os. La WAR devient plus forte à mesure qu'on se rapproche de sa source. À mi-chemin vers Armageddon, la pression dans ma tête était devenue un rugissement constant. Je ne pouvais plus penser à autre chose. Manger était une corvée qui me distrayait de la bataille à venir. Dormir était une perte de temps précieux. Mes muscles tremblaient constamment, tendus pour une violence qui n'arrivait pas encore. Les autres orques étaient pires. Certains se battaient entre eux, juste pour relâcher la tension. D'autres couraient en cercle dans les coursives des vaisseaux volés, hurlant sans raison. C'était comme une fièvre collective qui transformait chaque orque en une créature encore plus sauvage que d'habitude. Quand nous sommes finalement arrivés à Armageddon et que la bataille a commencé, la pression s'est libérée comme un barrage qui éclate. L'euphorie était immense. Pas du plaisir au sens humain, mais le soulagement brutal de faire enfin ce que notre corps exigeait. Chaque ennemi tué était une démangeaison grattée. Chaque position conquise était une tension relâchée. Je me suis battu pendant des jours sans interruption, alimenté non par l'endurance normale, mais par l'énergie psychique de millions d'orques convergeant vers le même objectif. J'aurais dû m'effondrer d'épuisement. Au lieu de ça, je devenais plus fort, plus rapide, plus résistant. La WAR me maintenait debout. Ce que les autres races ne comprennent pas, c'est que la WAR n'est pas de la stratégie. C'est de la biologie psychique. Notre espèce génère un champ dans le warp. Pas intentionnellement, pas par rituel, mais simplement en existant en grand nombre et en étant violent simultanément. Ce champ amplifie nos capacités. Il rend nos armes impossibles plus efficaces. Il synchronise nos mouvements chaotiques en quelque chose qui ressemble vaguement à de la coordination. Et surtout, il nous lie à la volonté du boss
qui a déclenché la war. Sa vision devient notre instinct. Ses désirs deviennent nos besoins biologiques. Ghazghkull n'avait pas besoin de donner des ordres détaillés. Quand il voulait qu'une position soit prise, nous le sentions tous. Pas des mots dans nos têtes, nous ne sommes pas télépathes. Juste une attraction magnétique vers cette position. Les boys convergeaient naturellement vers les objectifs qu'ils désiraient sans qu'aucun messager ne transmette les instructions. C'était de la guerre par instinct amplifié. Et c'était terriblement efficace. Les généraux impériaux essayèrent de prédire nos mouvements en étudiant la logique tactique. Mais il n'y avait pas de logique. Juste la volonté d'un seul orque gigantesque imposée à des millions d'autres à travers le médium du warp. La war crée aussi une hiérarchie invisible. Plus un orque est proche du boss central, plus il ressent fortement l'appel. Les nobs et les boss secondaires deviennent des relais psychiques, amplifiant la volonté du chef suprême. Pendant l'assaut sur Armageddon, j'ai été promu nob simplement parce que je ressentais les désirs de Ghazghkull plus clairement que les autres. Je ne commandais pas par autorité formelle. Je commandais parce que les boys autour de moi sentaient instinctivement que je savais où aller et quoi faire. Et je le savais parce que la war coulait à travers moi plus intensément. Mais cette intensité a un coût. Après des mois de bataille continue, quelque chose commence à se fissurer. La pression ne diminue jamais vraiment. Même dans les rares moments de calme entre les assauts, elle reste là, pulsant dans l'arrière de mon crâne. J'ai vu des boys devenir complètement fous, incapables de s'arrêter de se battre, même quand il n'y avait plus d'ennemis. Ils attaquaient des murs, ils se fracassaient le crâne contre la ferraille. Certains devaient être tués par leurs propres camarades parce qu'ils étaient devenus trop dangereux, même pour nous. La war les avait consumés entièrement. Quand une war échoue ou que son boss meurt, la pression s'effondre brutalement. C'est comme si un fil tendu se coupait. J'étais présent quand un boss de guerre appelé Urgash a été tué par un Dreadnought Space Marine. La seconde où sa tête a explosé, chaque orque dans un rayon de kilomètres a senti quelque chose se vider. La cohésion s'est désintégrée instantanément. Les boys se sont mis à errer sans but. Certains ont fui. D'autres se sont battus entre eux pour déterminer qui deviendrait le nouveau chef. En quelques heures, une force qui avait failli briser les défenses impériales s'est fragmentée en dizaines de tribus rivales qui s'entretuaient. C'est la fragilité secrète de notre force. Nous sommes invincibles tant que la Wage tient. Mais elle repose sur un seul point de défaillance, le boss central. Ce qui me hante le plus, c'est que je n'ai jamais choisi de rejoindre une seule Wa. Chacune m'a simplement attrapé comme un courant qui emporte un débris. Ma volonté individuelle n'a jamais compté. Quand l'appel résonne, je réponds. Pas par loyauté, pas par conviction tactique, mais parce que mon cerveau n'a littéralement pas la capacité de résister. C'est de l'esclavage psychique déguisé en instinct guerrier. Nous nous vantons d'être libres, de vivre par la force brute, sans chaîne. Mais nous sommes tous enchaînés à la WAG. Et ces chaînes sont tissées directement dans notre ADN, invisible, indestructible, absolu. Nous ne sommes pas des guerriers indépendants formant des alliances. Nous sommes des cellules d'un organisme géant qui ne peut pas s'empêcher de croître et de détruire. Et quand je réalise ça, que toute ma vie n'a été qu'une série de réponses biologiques obligatoires, je comprends que je n'ai jamais été libre. Aucun orc ne l'a jamais été. Nous sommes juste trop stupides pour le voir. Les humains pensent que nous planifions. Ils voient nos hordes converger, nos véhicules se positionner, nos attaques se coordonner, et ils supposent qu'il y a une intelligence tactique derrière. C'est faux. Ce qu'ils prennent pour de la stratégie n'est que de l'instinct amplifié par le nombre. Nous n'analysons pas le terrain. Nous ne calculons pas les angles de tir. Nous ne déployons pas nos forces selon des principes doctrinaux. Nous voyons l'ennemi et nous chargeons. Si ça fonctionne, nous continuons. Si ça échoue, nous chargeons plus fort. C'est toute notre philosophie militaire. J'ai participé à des centaines de batailles. Jamais une seule fois je n'ai vu un boss tracer des cartes
ou discuter de manœuvres de flanquement. Les briefings avant bataille consistent en un boss hurlant « On va là-bas et on les défonce tous », suivi de rugissements approbateurs. C'est l'intégralité de la planification. Les boys savent qu'ils doivent aller dans la direction que le boss pointe et tuer tout ce qui bouge. Les détails, comment traverser le champ de mines, comment contourner les bunkers fortifiés, comment gérer l'artillerie ennemie, se règlent par élimination naturelle. Ceux qui choisissent mal meurent. Ceux qui survivent ont accidentellement fait les bons choix. On appelle ça la victoire. Les autres races étudient nos tactiques et trouvent des schémas. Ils écrivent des rapports sur l'utilisation orque de l'assaut de masse coordonnée ou leur préférence pour l'engagement rapproché. Ils se trompent. Il n'y a pas de préférence tactique. Nous chargeons au corps à corps parce que frapper directement est plus satisfaisant que tirer de loin. Nous utilisons l'assaut de masse parce que nous sommes nombreux et que personne ne nous dit de nous disperser. Tout ce qui ressemble à de la doctrine est juste le résultat statistique de millions d'orques faisant exactement ce qu'ils veulent au même moment. Les rares fois où nos attaques semblent sophistiquées, c'est par accident ou par la war. Pendant l'assaut sur Armageddon, nous avons exécuté ce qui ressemblait à une manœuvre d'encerclement parfaite contre une position impériale. Les analystes ennemis ont parlé de stratégie orque sous-estimée. La vérité était plus simple. Un groupe de boys est arrivé en retard parce que leur truck était tombé en panne. Ils ont contourné les défenses principales juste pour rattraper le reste de l'armée. En arrivant, ils ont attaqué les humains par l'arrière, non par génie tactique, mais parce que c'était le côté qu'ils ont rencontré en premier. L'effet a été dévastateur. Les humains, pris en tenaille, se sont effondrés. Nous avons gagné grâce à une panne mécanique et au hasard. Ce qui fait vraiment fonctionner nos assauts, c'est l'échelle. Quand 1000 orques chargent, les 3/4 meurent dans les premiers 100 mètres, pulvérisés par les bolters, déchiquetés par les mines, brûlés par les flammes, mais les 250 restants atteignent les lignes ennemies. Et 250 orques enragés dans une tranchée valent plus que 1000 soldats disciplinés. Nous ne nous arrêtons pas pour nous regrouper. Nous ne reculons pas quand les camarades tombent. Nous continuons simplement à avancer jusqu'à ce que nous soyons tous morts ou que l'ennemi le soit. C'est de l'attrition dans sa forme la plus brute. Nous gagnons parce que nous pouvons nous permettre de perdre. Les boss pensent tant qu'ils commandent. Ghazghkull se vantait de sa vision stratégique pour Armageddon. Mais j'étais là. Je l'ai vu. Sa stratégie consistait à pointer des cibles et à hurler jusqu'à ce que suffisamment d'orques convergent pour les submerger. Quand les défenses étaient trop fortes, il ne changeait pas d'approche. Il envoyait juste plus de boys. Quand une attaque échouait, il ne cherchait pas les erreurs tactiques. Il frappait le boss responsable et en nommait un autre. Sa compréhension de la guerre se résumait à plus de violence dans la bonne direction. Et ça fonctionnait. Parce que contre un ennemi avec des ressources limitées, la violence illimitée finit toujours par gagner. Les gros possèdent parfois plus de ruses tactiques que nous. J'ai vu des gros installer des pièges rudimentaires, creuser des tranchées de couverture, même organiser des embuscades mesquines. Mais nous les ignorons. Leur méthode prudente nous semble lâche. Un orque qui se cache pour tendre une embuscade est un orque qui n'est pas en train de charger. C'est inacceptable. Alors nous n'apprenons jamais de leur exemple. Nous restons fidèles à notre méthode. L'assaut frontal massif répété, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou que tous les attaquants soient morts. Généralement, l'objectif tombe avant. Ce qui terrifiait vraiment les ennemis, je l'ai compris en interrogeant des prisonniers humains avant qu'on les tue, c'était notre imprévisibilité totale. Un commandant impérial peut anticiper les mouvements d'une armée tôt, basée sur leur doctrine. Il peut prédire les embuscades Zeldar basées sur leur schéma historique. Mais contre nous, impossible, parce que nous ne suivons aucun schéma. Nous faisons ce qui nous passe par la tête collectivement à cet instant précis. Parfois, nous chargeons directement. Parfois, nous contournons sans raison. Parfois, nous abandonnons un assaut à mi-chemin parce qu'une cible plus intéressante apparaît ailleurs. Il n'y a pas de logique à déchiffrer parce qu'il n'y a pas de logique du tout. Les victoires orques sont documentées par les ennemis comme des études de cas tactiques.
J'ai lu des rapports impériaux capturés qui analysaient nos frappes de décapitation ciblées ou nos assauts multi-axes coordonnés. Mensonge. Ce qu'ils appelaient frappe de décapitation était juste un nob qui a vu un humain avec des décorations brillantes et a décidé que le tuer serait amusant. L'assaut multi-axe était juste plusieurs groupes d'orques arrivant de directions différentes, parce qu'ils s'étaient perdus en route. Les analystes ennemis imposent une narrative rationnelle sur notre chaos, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une force aussi aléatoire puisse les vaincre. Ça briserait leur compréhension de la guerre. J'ai essayé une fois de planifier consciemment une attaque. J'étais devenu nob et je voulais prouver ma valeur. J'ai étudié la position ennemie, un avant-poste impérial avec des tourelles automatiques et des bunkers renforcés. J'ai identifié un point faible dans leur flanc gauche où le mur était partiellement effondré. J'ai rassemblé mes boys et expliqué que nous allions concentrer notre assaut là-bas. Ils ont hoché la tête. Puis la charge a commencé et la moitié d'entre eux ont couru directement vers les tourelles parce que ça avait l'air plus amusant. Le car s'est arrêté en route pour piller un véhicule abandonné. Les derniers ont effectivement attaqué le point faible, mais sans coordination avec les autres. Nous avons quand même gagné, pas grâce à mon plan, mais parce que l'ennemi ne s'attendait pas à une attaque aussi chaotiquement dispersée. J'ai arrêté d'essayer de planifier après ça. Ce qui rend notre absence de stratégie viable, c'est notre régénération constante. Les armées normales perdent de l'efficacité au fil des pertes. Nous faisons le contraire. Chaque orc tué libère des spores. En quelques semaines, de nouveaux boys émergent directement sur le champ de bataille. Nous n'avons pas besoin de lignes de ravitaillement pour les renforts. Nous générons nos propres remplaçants localement. Alors la notion de préserver les forces n'existe pas. Pourquoi épargner les boys aujourd'hui quand leurs morts produiront plus de boys demain? C'est une logistique qui rend obsolète toute planification à long terme. Il suffit de continuer à attaquer jusqu'à ce que les nombres penchent inévitablement en notre faveur. La réalisation finale est venue après des décennies. Nous ne gagnons pas, malgré notre manque de stratégie. Nous gagnons à cause de lui, parce que l'absence de plan rend impossible pour l'ennemi de contre-planifier, parce que notre chaos est plus adaptatif que leur ordre rigide, parce qu'aucun commandant ne peut préparer une défense contre des ennemis qui ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Nous sommes l'anti-stratégie incarnée. Et dans un univers où la guerre est devenue un art complexe, pratiqué par des civilisations millénaires, notre ignorance brutale est l'arme la plus dévastatrice de toutes. Nous détruisons leurs théories militaires, simplement en étant trop stupides pour les comprendre. Et ils meurent, en se demandant comment une espèce si primitive peut les vaincre. La réponse est simple, mais ils ne l'accepteront jamais. Nous ne haïssons pas les autres races. La haine nécessite une conscience idéologique que nous ne possédons pas. Nous les voyons simplement comme des choses à casser, des humains, des Eldar, des Tau, des tyrannides. Ce sont juste des variétés différentes d'obstacles mobiles qui saignent quand on les frappe. Certains sont plus résistants que d'autres. Certains font des bruits plus intéressants quand ils meurent. Mais fondamentalement, ils ne sont pas des êtres avec lesquels coexister. Ils sont des ressources à consommer et des terrains de jeu pour la violence. Les humains sont les plus nombreux. Ça les rend utiles. Il y a toujours des humains quelque part à attaquer. Leurs mondes sont partout, densément peuplés, bien défendus. Combattre les humains est satisfaisant parce qu'ils résistent juste assez pour rendre la victoire intéressante. Leurs Space Marines sont particulièrement prisés. Tuer un Space Marine vaut 10 humains normaux en termes de prestige. J'ai fracassé le crâne d'un ultramarine une fois. Le craquement de son casque céramite qui cédait sous mon Power Claw a été le son le plus gratifiant que j'ai jamais entendu. Les autres boys m'ont applaudi. J'ai gardé le casque brisé pendant des mois comme trophée, jusqu'à ce qu'un nob me le vole. Les humains nous craignent, mais ils nous méprisent aussi. J'ai entendu leur communication interceptée. Ils nous appellent Xénos inférieurs, peau verte primitive. Ils pensent que leur technologie avancée et leur foi en l'empereur leur donnent la supériorité morale. Puis nous arrivons et nous démolissons leur cathédrale. Nous réduisons leurs tanks en ferraille.
Nous transformons leur ville en champ de ruines infestés de spores. Et dans leurs derniers moments, quand un boy leur enfonce un chopa dans le ventre, ils comprennent enfin. La supériorité morale ne signifie rien face à 1 million d'orques qui refusent de mourir. Les Eldar sont agaçants. Ils bougent trop vite. Ils tirent depuis des distances ridicules, puis disparaissent avant qu'on puisse les atteindre. Combattre les Eldar est frustrant parce qu'ils refusent l'engagement direct. Ils dansent autour de nous, nous tuent par attrition, disparaissent quand nous chargeons. C'est lâche, déloyal envers l'esprit du combat. Mais quand nous attrapons finalement un Eldar, et nous finissons toujours par en attraper quelques-uns, les tuer est particulièrement satisfaisant. Leur arrogance se brise magnifiquement. Leurs visages parfaits se tordent de terreur. Et quand ils meurent, ils font ces sons étranges et aigus, comme des instruments brisés. Les Eldar nous méprisent plus que les humains. Ils nous voient comme une corruption biologique, une peste qui infeste la galaxie et détruit tout ce qui est beau. J'ai lu des textes Eldar capturés, traduits par des gros qui avaient bizarrement appris leur langue. Ils parlent de nous comme d'une maladie ontologique, de abomination qui souille le tissu même de la réalité. C'est presque flatteur. Nous les terrifions à un niveau existentiel, parce qu'ils savent qu'aucune quantité d'élégance ou d'ancienneté ne peut arrêter une marée verte qui se régénère plus vite qu'ils ne peuvent nous tuer. Nous sommes leur mort lente et inévitable, et ils le savent. Les taux sont étranges. Ils essaient de nous parler. Pendant une campagne, des émissaires taux sont arrivés sous drapeau de trêve, proposant de négocier une coexistence pacifique, mutuellement bénéfique. Nous les avons écoutés pendant environ 30 secondes avant que le boss n'éclate de rire et ne les tue à coups de power claw. Pas par malice. Juste parce que l'idée de coexistence pacifique était si incompréhensible qu'elle semblait être une blague. Les taux croient que toutes les espèces peuvent être intégrées dans leur grand bien. Ils n'ont pas compris que nous sommes biologiquement incapables de paix. Nous n'avons pas de mécanisme neurologique pour ça. Les taux combattent avec une efficacité clinique qui leur manque de satisfaction. Leurs tirs sont précis, leurs formations sont parfaites, leurs retraites sont ordonnées. Mais quand nous les atteignons au corps à corps, ils s'effondrent complètement. Leurs armures de combat avancées ne les préparent pas à se faire arracher les membres par des mains orques. J'ai vu des guerriers de feu tôt, ces soldats d'élite, pleurer comme des gros quand nous avons brisé leurs lignes. Leur philosophie du grand bien ne prévoit pas de réponse pour des ennemis qui trouvent de la joie dans la destruction pure. Nous cassons non seulement leur corps, mais leur vision du monde. Les nécrons sont les plus frustrants. Ils ne saignent pas, ils ne crient pas. Quand on les tue, ils se téléportent ailleurs ou se recomposent. C'est comme se battre contre des machines qui trichent. La satisfaction du meurtre est volée. Pire encore, les nécrons semblent à peine nous remarquer. Ils nous éliminent avec la même indifférence qu'ils nettoieraient de la poussière. Pas de colère, pas de peur, juste une efficacité mécanique froide. Ça rend nos victoires contre eux vides. Nous voulons que nos ennemis nous reconnaissent, que nos victoires comptent dans leur esprit avant de mourir. Les nécrons nous privent de ça. Ils sont déjà morts. Nous ne faisons que disperser temporairement du métal animé. Les tyrannides sont les seuls ennemis que même nous trouvons perturbants. Non parce qu'ils sont forts. Nous sommes forts aussi. Mais parce qu'ils nous ressemblent trop. Ils sont une force biologique qui consomme tout. Ils se reproduisent à travers la violence. Ils n'ont pas de culture, pas de moralité, juste la faim. Combattre les tyrannides, c'est se regarder dans un miroir tordu. La différence, c'est qu'ils sont silencieux. Nous hurlons et rions pendant la bataille. Eux avancent sans un son, comme une marée d'insectes affamés. Cette absence de vocalisation est dérangeante. On ne peut pas intimider quelque chose qui ne parle pas. On ne peut pas savourer sa peur si elle n'en exprime aucune. Le chaos nous ignore largement, sauf quand il essaie de nous corrompre. Des démons apparaissent parfois, offrant du pouvoir, promettant des bénédictions. Nous les tuons généralement, pas par vertu. Nous n'avons pas de concept de vertu.
mais parce que leurs offres semblent inutilement compliquées. Pourquoi accepter du pouvoir avec des conditions quand nous pouvons juste prendre du pouvoir par la force? Certains orques succombent quand même. Ils deviennent des choses tordues, mi-orques, mi-démons. Nous les tuons aussi, non par horreur morale, mais parce qu'ils ont arrêté d'être vraiment orques. Et les choses qui ne sont pas orques ne méritent pas de vivre. Ce qui unit notre relation à toutes ces races, c'est l'incompréhension mutuelle totale. Elles nous étudient, elles essaient de comprendre nos motivations, notre structure sociale, nos objectifs stratégiques. Elles échouent toujours parce qu'elles cherchent de la complexité là où il n'y en a pas. Nous voulons nous battre, c'est tout. Il n'y a pas d'agenda caché, pas de plan galactique, pas de raison philosophique, juste le besoin biologique de casser des choses et le fait que toutes les autres races sont des choses cassables. Elles écrivent des bibliothèques d'analyse xénologique essayant de percer le mystère de la psychologie orque. Le mystère n'existe pas. Nous sommes exactement ce que nous semblons être. Et cette simplicité est ce qui les terrifie le plus. Les ennemis que je respecte le plus sont ceux qui acceptent ce que nous sommes. Les Space Marines surtout. Ils ne négocient pas. Ils ne nous étudient pas avec fascination académique. Ils viennent juste nous exterminer avec une efficacité froide. C'est honnête. C'est pur. Quand un Space Marine m'a tiré dessus et a failli me tuer, je n'ai ressenti aucune rancune. Il faisait son travail. Tuer les Xénos. Moi, je faisais le mien. Tuer tout ce qui bouge. Nos rôles étaient au clair. Nos intentions étaient transparentes. C'est le genre d'ennemi que je peux comprendre. Pas les Eldars avec leur stratégie tortueuse. Pas les Tau avec leurs propositions diplomatiques insultantes. Juste l'opposition directe et violente. C'est le seul langage que nous parlons. C'est le seul langage que nous respectons. Mais même ce respect est superficiel. Parce qu'au fond, je ne les vois pas vraiment comme des êtres, juste comme des défis, des obstacles de difficulté variables. Et quand ils tombent, je ne pense pas à leur vie perdue, à leur culture détruite, à leur futur annihilé. Je pense juste suivant. Il y a toujours un autre ennemi, toujours un autre monde à envahir, toujours plus de violence à accomplir. Les autres races nous haïssent parce que nous détruisons ce qu'elles chérissent. Mais elles ne comprennent pas. Nous ne détruisons pas par haine, nous détruisons parce que c'est notre fonction biologique. Nous sommes à la galaxie ce que le feu est à la forêt. Pas malveillant, juste inévitable et totalement indifférent aux cendres que nous laissons derrière. Nous devrions perdre. Logiquement, mathématiquement, stratégiquement, nous devrions être exterminés. Les humains ont l'Imperium, une machine de guerre galactique vieille de 10 000 ans. Les Eldar possèdent des millions d'années de sagesse martiale. Les Tau maîtrisent une technologie qui nous dépasse conceptuellement. Les Nécrons sont des dieux de métal réveillés. Et nous sortons de champignons. Nous nous battons avec de la ferraille soudée et nous ne savons même pas compter au-delà de 10. Pourtant, nous gagnons. Pas toujours, pas partout, mais suffisamment souvent pour que notre espèce ait infesté la galaxie entière. Et la raison de cette impossibilité me glace quand j'y pense vraiment. Nous gagnons parce que nous ne pouvons pas perdre de manière permanente. Chaque défaite est temporaire. Quand une war est écrasée, les survivants se dispersent et libèrent leurs spores. Ces spores germent, de nouveaux orques émergent. En une génération, quelques mois pour nous, la population est reconstituée. L'ennemi doit nous exterminer jusqu'au dernier orque, brûler chaque spore, stériliser chaque centimètre de terrain contaminé. S'il manque une seule spore, elle produira un gros. Ce gros mourra et libérera plus de spores. Et le cycle recommence. Nous sommes une infection biologique qui ne peut être guérie que par un génocide absolu. Et aucune race n'a les ressources pour commettre ce génocide sur chaque monde que nous avons touché. Les humains nettoient parfois un monde orque par exterminatus, bombardement orbital, jusqu'à ce que la surface soit vitrifiée. Ça fonctionne. Ce monde devient stérile. Mais pour chaque monde qu'il brûle ainsi, nous en infestons 10 autres, parce que nous nous reproduisons plus vite qu'ils ne peuvent détruire. C'est une course mathématique qu'ils ne peuvent pas gagner. Leurs ressources sont finies.
Les nôtres se régénèrent biologiquement. Chaque bataille qu'ils livrent contre nous, qu'ils gagnent ou perdent, produit plus de spores, orques. Nous convertissons littéralement leur victoire en nos futures armées. C'est une logistique qui rend notre défaite finale impossible. Nous gagnons aussi parce que nous ne connaissons pas le désespoir. Quand une armée humaine perd la moitié de ses effectifs, le moral s'effondre. Les soldats commencent à fuir. Les commandants ordonnent la retraite. Mais nous ne comptons pas nos morts. Un boy voit 1000 de ses camarades pulvérisés et sa seule réaction est « Bien, plus de place pour moi au corps à corps ». Il n'y a pas de point de rupture psychologique, pas de seuil de perte qui déclenche la panique. Nous continuons à attaquer avec le même enthousiasme que nous ayons perdu 10 boys ou 10 000. Cette absence totale de peur tactique nous rend impossible à briser moralement. Notre technologie impossible est un autre facteur. Les ennemis préparent leur défense contre des armes fonctionnant selon les lois physiques connues. Ils calculent les portées de tir, les pénétrations de blindage, les vélocités de projectiles. Puis nos armes, qui ne devraient pas fonctionner, les frappent quand même. Un sluga dont le canon est tordu tire en ligne droite parce que l'orque qui l'utilise croit qu'il le fera. Un rocket change de trajectoire en plein vol parce qu'assez d'orques spectateurs veulent qu'il touche. Les tacticiens ennemis deviennent fous, essayant d'intégrer nos violations de la physique dans leur modèle prédictif. Ils ne peuvent pas. Parce que nos armes ne suivent aucune loi constante. Elles fonctionnent selon la foi collective du moment. C'est de la magie déguisée en technologie. Et contre ça, toute leur sophistication devient inutile. Notre nombre est écrasant, pas seulement parce que nous nous reproduisons vite, mais parce que nous convergeons. Quand une WAAG est lancée, des orques de 100 systèmes stellaires différents se dirigent vers le même point. Ils arrivent dans des vaisseaux volés, des rocs détournés, des hulks spatiaux à la dérive. Ils n'ont pas de logistique centralisée, pas de chaîne de commandement unifiée. Ils viennent juste parce que la WAR les appelle. Et soudainement, un monde impérial qui se défendait contre 1000 orques en affronte 1 million. Les renforts ennemis prennent des semaines à arriver. Ils doivent voyager par le warp de manière contrôlée, coordonnée avec les bureaucraties militaires. Nos renforts arrivent quotidiennement, attirés comme des prédateurs vers le sang. Cette asymétrie logistique garantit que nous submergeons presque toujours localement, même si nous sommes inférieurs galactiquement. Nous gagnons parce que nous apprenons. Pas consciemment, pas par étude, mais par évolution accélérée. Les boys qui chargent stupidement dans les champs de mines meurent. Ceux qui, par chance ou instinct, trouvent un chemin sûr, survivent. Ils deviennent plus gros, plus forts. Et cette connaissance, comment éviter les mines, se grave quelque part dans leur biologie. Quand ils libèrent des spores, les nouveaux orques qui émergent possèdent une aversion instinctive pour certaines configurations de terrain. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la sélection darwinienne qui opère en temps de guerre. Chaque bataille nous adapte légèrement. Après 100 batailles contre les mêmes ennemis, nous avons évolué des contre-mesures biologiques instinctives contre leurs tactiques. Eux doivent former consciemment chaque nouveau soldat. Nous transmettons l'expérience génétiquement. L'ennemi se fatigue. Nous, jamais. Un humain peut combattre pendant des années avant de craquer psychologiquement. Un Eldar peut mener guerre après guerre pendant des siècles avant de chercher la paix. Mais nous n'avons littéralement pas de mécanisme pour l'épuisement existentiel. Nous nous battons depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et cette mort produit juste plus de combattants. Il n'y a pas d'accumulation de traumatisme, pas de fatigue civilisationnelle. Chaque nouvelle génération d'orques est aussi enthousiaste pour la violence que la précédente. Nous sommes une force perpétuellement rafraîchie, affrontant des civilisations qui accumulent les cicatrices psychiques de millénaires de conflits. Notre chaos est notre force. Les autres races créent des structures rigides, chaînes de commandement, protocoles tactiques, doctrines établies. Ces structures sont efficaces, mais fragiles. Tuez les officiers et l'armée se désintègre.
perturber les communications et la coordination s'effondre. Mais nous n'avons pas de structure à briser. Chaque boy est une unité autonome qui continuera à se battre indépendamment du sort de tous les autres. Décapitez notre commandement et nous nous reformons spontanément autour d'un nouveau boss émergent. Détruisez nos communications, qui n'existent pas vraiment, et nous continuons quand même, parce que nous n'en avions pas besoin. Notre désorganisation apparente est en réalité une résilience structurelle absolue. Nous gagnons parce que nous transformons tout en ressources. Un champ de bataille humain après la victoire, des morts à enterrer, des blessés à évacuer, des positions à fortifier, un champ de bataille orc après la victoire, de la ferraille à piller, des armes à voler, des cadavres qui deviendront des spores. Nous ne pleurons pas nos pertes, nous les recyclons. Le tank détruit devient des pièces pour 3 buggy. Le Space Marine mort devient un trophée, et ses armes deviennent nos armes. Nous convertissons l'infrastructure ennemie capturée directement en capacité de combat, sans période de réorganisation. Notre économie de guerre est un parasitisme total qui grandit par métastase sur les dépouilles de nos victimes. La war psychique amplifie tout ça. Plus nous sommes nombreux, plus nous devenons puissants individuellement. C'est le contraire de la dilution normale des ressources. Une armée de 1000 orques n'est pas juste 1000 fois plus forte qu'un orc seul. Elle est exponentiellement plus forte parce que la croyance collective amplifie les capacités de chaque individu. Nos armes tirent mieux, nos véhicules vont plus vite, notre peau devient plus résistante, et nos boss deviennent des forces de la nature, gonflées par l'énergie psychique de millions de suiveurs. C'est une rétroaction positive qui transforme les grands rassemblements orques en événements quasi surnaturels que les armes conventionnelles ne peuvent pas contenir. Mais la vraie raison pour laquelle nous gagnons toujours, même quand nous perdons localement, est plus sombre. C'est que nous ne luttons pas pour quelque chose. Nous luttons parce que c'est notre nature. Les autres races se battent pour protéger leur monde, pour conquérir des ressources, pour répandre des idéologies. Elles ont des objectifs, des limites, des points d'arrêt. Nous n'en avons aucun. Si nous perdons un monde, nous passons au suivant sans réflexion. Si une war échoue, une autre émergera ailleurs. Nous n'avons pas d'espoir à briser parce que nous n'espérons rien de spécifique. Nous n'avons pas de volonté à vaincre parce que notre volonté est juste de continuer à exister violemment. On ne peut pas négocier avec nous. On ne peut pas nous décourager. On ne peut pas nous convaincre d'arrêter. Parce qu'arrêter serait contradictoire avec notre biologie fondamentale. Les autres races peuvent gagner des batailles contre nous. Elles peuvent même gagner des guerres. Mais elles ne peuvent jamais gagner la guerre. Parce que nous ne mourrons jamais tous. Il y aura toujours un orc quelque part, émergeant d'une spore oubliée, qui recommencera le cycle. Et ce cycle, croissance, violence, mort, sporulation, croissance, est éternel. Nous sommes la marée qui monte. Les autres races sont les châteaux de sable sur la plage. Ils peuvent reconstruire après chaque vague. Ils peuvent ériger des murs plus hauts. Mais la marée ne s'arrête jamais. Elle revient toujours. Et éventuellement, inévitablement, elle submerge tout. Nous gagnons toujours parce que notre victoire n'est pas un événement. C'est un processus biologique inexorable qui continuera jusqu'à ce que la galaxie elle-même meure. Et même alors, nos spores survivront probablement dans le vide, attendant le prochain monde, la prochaine victime, la prochaine opportunité de germer et de recommencer l'infestation éternelle. Nous ne construisons rien qui dure. Chaque monde que nous conquérons devient une ruine en quelques années. Les cités deviennent des amas de ferraille. Les forêts deviennent des champs de champignons toxiques. Les océans se remplissent de déchets biologiques et de carcasses de squig. Nous transformons méthodiquement chaque environnement en reflet de notre nature, chaotique, violent, mort. Et la tragédie n'est pas que nous détruisons intentionnellement, c'est que nous détruisons simplement en existant. Notre présence même corrompt tout ce qu'elle touche. J'ai vu des mondes avant et après notre passage. Pendant une campagne,
nous avons envahi un monde de jardin impérial appelé Verdania. Avant notre arrivée, les transmissions montraient des prairies vertes, des villes aux architectures élégantes, des cathédrales qui touchaient les nuages. Les humains y vivaient depuis des millénaires. Ils avaient des fermes, des écoles, des familles. 3 ans après notre invasion, j'ai survolé les mêmes régions. Les prairies étaient devenues de la boue piétinée mélangée à des spores fongiques. Les villes n'étaient plus que des squelettes de béton effondrés. Les cathédrales servirent de garage pour nos battle-wagons, leurs vitraux brisés, utilisés comme cible de tir. La population humaine, plusieurs milliards, était réduite à quelques millions d'esclaves cachés dans des ruines. Le reste était mort ou converti en biomasse pour nos squigs. Ce qui me hante, c'est que nous n'avions pas planifié cette destruction. Nous n'avions pas décidé consciemment d'effacer leur civilisation. Ça s'est juste produit naturellement. Les boys avaient besoin de ferraille pour leurs armes. Alors, ils ont démantelé les bâtiments. Les mécanos avaient besoin de composants. Alors, ils ont pillé les infrastructures. Les squigs avaient faim. Alors, ils ont dévoré la végétation locale jusqu'à extinction. Personne n'a ordonné la destruction systématique. Elle a émergé organiquement de millions d'orques faisant ce qui leur venait naturellement. C'est pire qu'un génocide planifié. C'est un génocide accidentel. Une apocalypse par négligence collective. Les autres races créent des legs. Les Eldar ont leur monde vaisseau, des œuvres d'art vivantes qui voyagent depuis des millénaires. Les humains ont leurs bibliothèques, leurs archives, leurs monuments à l'empereur. Même les Tau construisent des cités harmonieuses qui témoignent de leur philosophie. Nous, nos camps sont des dépotoirs temporaires. Nos forteresses sont des empilements de containers volés et de carcasses de véhicules. Nous ne laissons rien qui pourrait être étudié dans 1000 ans comme preuve de notre grandeur. Juste des cratères, des os et une infestation fongique permanente qui empoisonne le sol pour les siècles à venir. J'ai essayé une fois de créer quelque chose de durable. Après être devenu noble, j'ai voulu construire un vrai bâtiment. Pas juste un abri de ferraille, mais une structure qui tiendrait. J'ai forcé des gros à empiler des pierres, selon un design que j'avais vu dans une forteresse impériale. Ça a pris des semaines. Le résultat était pathétique. Les murs penchés, les pierres étaient mal ajustées. Il n'y avait pas de mortier, mais c'était debout. J'étais fier. 2 jours plus tard, un autre noble a conduit son truck à travers un mur parce que c'était plus rapide que de contourner. La structure s'est effondrée. Quand j'ai protesté, il m'a frappé et a dit « Si c'était solide, ça aurait tenu ». Il avait raison selon notre logique. J'ai arrêté d'essayer de construire après ça. Ce que nous détruisons le plus efficacement, ce sont les familles. Les autres races se reproduisent par liens familiaux, parents et enfants. Lignées qui remontent sur des générations. Ces liens créent de la stabilité, des traditions, des raisons de préserver le futur. Nous n'avons rien de ça. Nous n'avons pas de parents, pas d'enfants, pas de frères au sens biologique. Quand je regarde un autre orc, je ne vois pas de la parenté, juste un concurrent ou un allié temporaire. Cette absence totale de structure familiale nous rend incapables de comprendre ce que nous détruisons quand nous massacrons des civils humains. Pour nous, ce sont juste des cibles qui crient étrangement. J'ai observé une famille humaine se faire tuer pendant le sac de Verdania. Un homme, une femme, 2 petits humains, leurs enfants, apparemment. Ils se serraient les uns contre les autres dans les ruines d'une maison. L'homme s'est placé devant les autres, tenant un morceau de bois comme arme dérisoire. Un boy l'a abattu d'un tir de sluga. La femme a hurlé, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de douleur physique, quelque chose de plus profond. Les enfants pleuraient, s'accrochant à son corps. Un autre boy les a tués aussi, ennuyés par le bruit. Toute la séquence a duré moins d'1 minute. Les boys ont continué à piller sans y penser. Mais moi, j'ai regardé les corps. Ils étaient morts en se touchant, essayant de se protéger mutuellement jusqu'à la fin. J'ai essayé de comprendre ce lien qui les poussait à mourir ensemble.
J'ai échoué. Nous n'avons pas de référence pour ce genre d'attachement. Nous détruisons aussi la connaissance. Chaque bibliothèque que nous conquérons devient du combustible. Les boys brûlent les livres pour se réchauffer, ou simplement parce que regarder les flammes est divertissant. J'ai vu des archives millénaires, des textes irremplaçables, des histoires de civilisations disparues, utilisées comme emballage pour la viande de squig. Les humains suppliaient parfois, offrant des dents, des armes, n'importe quoi pour sauver leurs livres. Nous prenions leurs offrandes, puis brûlions les livres quand même. Pas par cruauté. Juste parce que nous ne comprenons pas la valeur de ce qui ne peut pas tuer ou être échangé contre quelque chose qui peut tuer. Les œuvres d'art subissent le même sort. Des peintures accumulées sur des siècles deviennent des cibles de tir. Des sculptures délicates sont brisées pour la ferraille, ou juste pour le bruit satisfaisant qu'elles font en se fracassant. J'ai marché à travers un musée sur Verdania, où chaque salle contenait des merveilles artistiques. Des tableaux représentant des batailles anciennes, des scènes de paix incompréhensibles, des portraits de personnages importants. Les boys ont tout saccagé en quelques heures. Ils ont arraché les cadres dorés. Le métal avait de la valeur. Les toiles elles-mêmes ont été déchirées, piétinées, urinées dessus. Un boy particulièrement créatif a utilisé une peinture représentant ce qui semblait être une femme humaine pour s'essuyer après avoir déféqué. L'art, pour nous, est juste du matériau sans fonction. Ce qui me trouble le plus, c'est la destruction des possibilités. Chaque monde que nous infestons devient biologiquement corrompu de manière permanente. Nos spores s'enfoncent dans l'écosystème. Elles tuent les plantes natives. Elles empoisonnent la faune locale. Elles transforment le sol lui-même en terreau pour champignons orques. Même si nous sommes chassés, même si chaque orque est tué, les spores restent. Elles produiront de nouveaux orques dans quelques années. Ou si l'ennemi réussit à les éradiquer complètement, le monde reste quand même stérile pendant des décennies, trop toxique pour supporter la vie normale. Nous ne conquérons pas les mondes. Nous les empoisonnons au niveau fondamental. C'est une contamination qui dure plus longtemps que nos propres vies. J'ai parlé une fois avec un technoprêtre humain capturé avant qu'on le tue. Il était enchaîné dans notre camp, observant les mécanos travailler. Je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il a dit « Vous utilisez une technologie STC millénaire comme marteau. Vous avez soudé un générateur plasma rare à un châssis de tracteur agricole. Vous détruisez en quelques heures ce qui a pris des siècles à préserver. Je n'ai pas compris. Un marteau est un marteau. Si la technologie fonctionne pour frapper, pourquoi ne pas l'utiliser ainsi ? Il a continué à pleurer jusqu'à ce qu'un mécano, agacé par le bruit, lui fracasse le crâne. Nous avons utilisé ces implants cybernétiques comme pièces de rechange. La destruction psychologique que nous infligeons est peut-être la pire. Les survivants de nos invasions ne sont jamais les mêmes. Les humains développent ce qu'ils appellent des traumatismes. Ils ne peuvent plus dormir. Ils sursautent au bruit soudain. Ils voient des orques dans chaque ombre. Certains deviennent fous, incapables de fonctionner dans leur société même après avoir été évacués vers des mondes sûrs. Nous ne comprenons pas pourquoi. Pour nous, survivre à une bataille est juste survivre. Mais pour eux, apparemment, nos méthodes, la brutalité aléatoire, la destruction joyeuse, l'absence totale d'humanité, brisent quelque chose dans leur esprit que le temps ne peut pas réparer. Les mondes Eldar que nous touchons ne se remettent jamais. Leur connexion psychique délicate à leur monde vaisseau est fracturée par notre présence brute dans le warp. J'ai participé au raid d'un avant-poste Eldar mineur. Nous n'avons tué qu'une centaine d'Eldar, détruit quelques structures. Une victoire mineure selon nos standards. Mais selon les transmissions interceptées ensuite, cet avant-poste avait été habité pendant 3000 ans. C'était un site de pèlerinage spirituel. Les Eldars parlèrent de notre raid comme d'une profanation irrécupérable. Ils ont abandonné le site complètement. Nous avions détruit en quelques heures ce qui avait pris des millénaires à cultiver. Et nous ne l'avions même pas fait exprès. C'était juste un raid pour la ferraille. La technologie que nous capturons illustre parfaitement notre nature destructrice. Un fusil plasmato tombe entre nos mains. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, précis, efficace,
sûr. Nous le donnons à un mécano. En une journée, il l'a amélioré. Il a attaché 3 canons supplémentaires volés sur d'autres armes. Il a remplacé le système de refroidissement par rien parce que ça tire plus vite sans. Il a peint le tout en rouge parce que ça fait plus de dégâts. Le résultat tire effectivement plus, pendant environ 50 tirs, avant d'exploser et de tuer l'utilisateur. Nous avons pris quelque chose de fonctionnel et parfait et l'avons transformé en quelque chose de dangereux et éphémère. C'est notre contribution à tout ce que nous touchons. Ce que je réalise après tant d'années, c'est que nous sommes l'antithèse de la civilisation elle-même. La civilisation construit, préserve, crée du sens à travers la continuité. Nous consumons, détruisons et n'existons que dans l'instant présent violent. Chaque race que nous combattons représente des millénaires d'accumulation culturelle. Nous représentons la régression biologique vers la violence pure. Et dans le conflit entre mémoire et oubli, entre création et destruction, entre futur et présent éternel, nous gagnons toujours, parce qu'il est infiniment plus facile de détruire que de créer. Un orque, avec un choppa, peut effacer en secondes ce qu'un artisan a pris des années à parfaire. Nous sommes l'entropie incarnée. Et dans un univers qui tend vers le désordre, nous sommes l'expression la plus pure de cette loi fondamentale. Nous ne détruisons pas parce que nous haïssons. Nous détruisons parce que c'est thermodynamiquement inévitable. Et aucune quantité de beauté, de connaissance ou de tradition ne peut résister indéfiniment à la marée verte qui transforme tout en décombres fongiques.